sommes-nous en matière de réchauffement climatique en France actuellement? Déjà, le premier trimestre 2025 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France. On a vraiment ce sentiment que ces constats se répètent mois par mois, année par année, depuis à peu près le début des années 2000. Mais c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a vu une bascule tangible sur nos territoires, avec des alternances de sécheresses que l'on n'avait jamais connues jusque-là, qui prennent de nouvelles formes, de nouvelles signatures. Par exemple, on s'est retrouvé en 2017 avec 10 mois consécutifs quasiment sans une goutte de pluie sur certains territoires, et on a basculé sur du trop d'eau dès 2018, que ce soit durant l'hiver ou au printemps. Et malgré tout, avec 3 semaines de canicule au mois de juillet, on a rebasculé dans un état de sécheresse pire que précédemment. Donc, ce qui est assez nouveau en France, c'est qu'avant, on avait le temps de voir venir en matière de risque de sécheresse. On savait que si nous avions un déficit de pluviométrie durant la phase hivernale et notamment au printemps, on pouvait s'attendre peu à peu à voir la sécheresse se mettre en place. Aujourd'hui, on a ce que l'on appelle des sécheresses éclairs, c'est-à-dire des moments de bascule qui peuvent mettre seulement 15 jours pour passer d'un état à l'autre. Et si on prend la situation actuelle, on voit très bien qu'on a eu un hiver très pluvieux. On a l'impression qu'il pleut depuis 1 an et demi sur la France. Et pour autant, quand on regarde l'état actuel des choses, les nappes commencent à être en souffrance, l'état des sols également dans une grande partie nord de la France et notamment dans le Grand Est. Donc, ce n'est pas parce que on a eu un passé assez serein en matière de pluie qu'on est finalement tranquille pour les mois à venir. Ça, c'est pour la question des sécheresses. Pour la question des inondations, ce que l'on note principalement, c'est qu'elles changent de forme. Mmh. Dans une atmosphère plus chaude, on a une capacité supplémentaire d'accueillir de l'humidité, et donc cette vapeur d'eau va à un moment donné se retranscrire en pluviométrie plus intense, plus puissante. Donc on voit qu'on a des signatures de pluie qui changent, et donc l'intensité de ces pluies est telle que on n'a plus le temps de laisser à la pluie de se transformer pour rejoindre son bassin versant. On a de plus en plus de phénomènes de ruissellement, et les chiffres rassureurs sont assez éloquents. Mmh. Plus de 50% des personnes qui ont été inondées ces 5 dernières années en France l'ont été en dehors de zones inondables. Et donc, bien entendu, ça ne signifie pas qu'on a mal calibré nos zones inondables, parce qu'on est plutôt excellent en la matière à l'échelle mondiale. On a même 20 ans d'avance sur de nombreux pays dans les méthodologies que l'on utilise. C'est simplement que la pluie se transforme, que les sols sont de moins en moins capables d'accueillir également cette eau, parce qu'ils vivent eux-mêmes des états de sécheresse prolongés. Et donc, cette alternance les rend assez pauvres pour pouvoir accueillir cette pluie. Donc, on voit qu'il y a une fragilité qui est en train de se créer, une vulnérabilité qui se met en place. Et par contre, en termes de température, eh bien, on est sur une courbe affine qui ne fait que monter. Et donc, de manière graduelle, aujourd'hui, on voit que cette tendance est vraiment la tendance globale sur la France. Et rappelons-nous d'un chiffre qui semble assez éloquent: la France se réchauffe 20% plus rapidement que la moyenne mondiale. On fait partie de ces pays qui se situent dans l'hémisphère nord et qui ont tendance à vivre des bascules plus rapides, c'est-à-dire qu'on était riche en eau jusque-là, et en fait on est en train de basculer dans des états d'oscillation extrêmement rapides. Donc c'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui sur l'état actuel de la France. Donc les tendances que l'on a aujourd'hui, c'est, certaines zones sont soumises à des réchauffements bien plus massifs, plus rapides, avec notamment durant les phases printanières des vents très secs. Donc, on a à ce moment-là, des nappes qui sont en train de se vidanger, le printemps qui se crée, et donc ces états de sécheresse à l'échelle des sols, eh bien, c'est un peu comme un effet de sèche-cheveux, c'est-à-dire que ça va accélérer la mise en place d'une sécheresse future. Ça, c'est vraiment ce que l'on peut remarquer de manière globale sur la situation, sachant que aucune année ne se ressemble. On a l'année 2022 qui était caractérisée par le fait de n'avoir quasiment reçu aucune pluie durant l'hiver, et c'est ce qui nous a fait plonger dans un état de sécheresse extrême, et où on a enregistré plus de 1 300 communes qui étaient en rupture d'alimentation en eau potable. On voit à quel point, ces bascules-là étaient
totalement imprévisible jusque-là. Donc ça, c'est ce que l'on note. Par contre, il y a des signaux faibles que moi j'observe dans mes recherches et que l'on n'a sans doute pas pris en considération, notamment pour le monde de l'industrie, qui peut se retrouver extrêmement affecté par un nombre de jours de crise d'arrêté sécheresse le plus élevé, qui va concourir à réduire les débits qui peuvent être utilisés, à réduire leur usage de l'eau de manière globale. Et donc, parmi ces éléments-là, j'ai noté dernièrement dans le Grand Est, une grande entreprise qui utilise énormément d'eau, qui est située à proximité d'un cours d'eau. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi on avait une explosion du nombre de jours de crise dans ce secteur, alors qu'on n'a pas un réchauffement si important et qu'on avait plutôt une pluviométrie qui était même excédentaire par rapport à d'autres années. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce qui se transforme, c'est la température minimale journalière, c'est-à-dire la température du matin qui va permettre d'atteindre le point de rosée et qui permet de transformer l'eau sous la forme de vapeur d'eau en eau liquide pour les plantes. Et donc, avec 1 à 2 degrés supplémentaires, on n'atteint pas ce point de rosée, on le dépasse et donc on ne permet pas à la plante de pouvoir se nourrir en eau, donc elle va aller chercher dans ses racines profondes et c'est là qu'on voit des bascules se jouer sur tous les hydrosystèmes où les sols s'assèchent massivement, où les nappes sont sursollicitées et les cours d'eau également. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne vient pas toujours que du manque de pluie ou que de températures excessives. On peut avoir des dérèglements du cycle de l'eau à petite échelle qui vont avoir des conséquences, notamment sur le plan industriel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est bien sûr tous dépendants à la ressource en eau, c'est dit et redit, mais on est en train de comprendre sous quelle forme. C'est-à-dire que, bien sûr, que la plupart de nos forces énergétiques, que ce soit le nucléaire ou les barrages hydroélectriques, sont dépendants de nos cours d'eau et on a vu en 2022 l'autorité de sûreté nucléaire mettre à l'arrêt des centrales faute d'un débit suffisant. On se rappelle également du lac de Serponçon qui avait perdu 17 mètres de hauteur et qui, en réalité, cache derrière une activité d'hydroélectricité, donc de fourniture d'énergie, alors que ce même lac fournit aussi à l'aval des agriculteurs, mais également de l'adduction en eau potable. Donc on voit qu'il y a un conflit de différents usages de la ressource qui est en train actuellement de se resserrer, un peu comme une peau de chagrin qui est en train de se réduire et donc, on a des tensions qui se positionnent tout autour parce que cette même ressource sert différentes formes d'économie. Et donc, on a une économie qui est d'ordre industriel, agricole, mais d'ordre aussi sociétal, social. Est-ce qu'on est capable de fournir de l'eau en quantité disponible et en qualité, puisque si on perd la quantité, on va avoir une augmentation potentielle des risques de polluants, donc sur l'effet de la qualité. Et c'est tous ces enjeux qui se jouent aujourd'hui et qui nous montre une France qui est en train d'évoluer vers un niveau de fragilité pour laquelle elle n'était absolument pas prête. Quand on observe les souhaits qui sont actuellement très forts en matière d'objectifs économiques, on se rend compte qu'ils se confrontent à cette réalité tangible qui est une ressource qui est totalement finie. On peut prendre l'exemple des gigafactories développées sur Marseille ou encore de ce qui se développe actuellement, notamment dans le bassin de Dunkerque et cette réindustrialisation de la France souhaitée, qui aujourd'hui se confronte à une réalité qui est à qui on décernera cette eau et de manière privilégiée, c'est-à-dire qu'on arrivera à un moment donné à l'heure des choix. On a d'autres problématiques majeures en matière d'activité économique, c'est celle de l'industrie du tourisme. J'ai mené une étude dernièrement sur la confrontation entre ces différents scénarios. Le scénario de l'eau utilisée tout simplement par les résidents annuels et ces résidents ponctuels qui vont arriver durant cette saison estivale qui vont en général multiplier par 10, par 20 l'usage de l'eau. Dans des zones qui sont déjà en crise, accueillir de nouveaux touristes qui nécessitent
des usages d'eau extrêmement importants, eh bien, montre qu'on est en train d'arriver vers une bascule où d'ici 5 ans, certains territoires ne pourront plus recevoir de nouveaux touristes, tout simplement parce qu'ils devront décider à qui ils décernent leur eau. Est-ce qu'ils la transmettent à leurs habitants? Est-ce qu'ils la conservent pour les activités agricoles, pour l'activité du bassin industriel qui se situe dessus? Ou bien est-ce qu'ils accueillent des dizaines, des centaines de milliers de touristes qui vont augmenter de manière très temporaire, mais dans une phase où on a le moins d'eau possible, eh bien, cet usage de l'eau. Et donc, on voit qu'on est confronté à une vision globale, systémique, qui nous amène à devoir réfléchir ensemble sur les choix que l'on devra faire, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on les subira demain. Donc c'est tout l'enjeu que l'on a en matière de gestion de la ressource en eau, c'est de regarder les datas. On a toutes les données aujourd'hui qui nous permettent de comprendre les flux, les usages, les consommations d'eau et de décider demain ce que l'on veut pour la France, que ce soit sur le plan industriel, agricole ou bien sur la sécurité de nos habitants. L'exemple du Rhône est un exemple assez symptomatique de ce vers quoi on est en train d'aller actuellement, c'est-à-dire ce sentiment, une forme d'illusion que le Rhône fournira de l'eau en continu et pourra continuer à alimenter par cargo, comme ça a été le cas il y a quelques mois, la ville de Barcelone, pourra continuer à alimenter l'intégralité du pourtour méditerranéen sur le plan agricole, notamment au niveau de la viticulture, qui jusque-là n'était absolument pas dépendante en eau, parce qu'une vigne n'est en général pas irriguée, sauf que actuellement, avec les sécheresses que l'on a pu vivre entre 2020 et 2025, on voit qu'on a une tendance généralisée à aller vers de l'irrigation des vignes. Donc on les rend feignantes, on les rend beaucoup plus faibles, mais surtout, eh bien, on a des nouveaux usages que l'on n'avait pas jusque-là. Et donc, si on descend jusque dans les Pyrénées-Orientales, on se rend bien compte que le Rhône est encore la solution qui viendra sauver les Pyrénées-Orientales d'une sécheresse marquée. Le Rhône, ça semble un peu cette solution à tous nos maux, tous nos problèmes, qui viendra autant irriguer nos vignes, qui viendra alimenter les rizières de Camargue avec 20 centimètres d'eau en continu dans une zone qui est totalement quasiment désertique, qui viendra notamment alimenter en eau potable les habitants de l'Aude ou encore des Pyrénées-Orientales, alors qu'on voit très bien que on vit actuellement une remontée du biseau salé, c'est-à-dire que cette jonction entre l'eau de mer et l'eau douce, qui remonte quasiment jusqu'à Arles. Et en quoi c'est problématique? Tout simplement, si vous faites remonter de l'eau avec du sel, vous allez contaminer des nappes qui jusque-là servaient à l'adduction en eau potable d'habitants. Si on prend un exemple à l'autre bout du monde, le Mississippi s'est retrouvé en grand danger puisqu'il n'y avait quasiment plus d'eau qui arrivait à l'embouchure. C'est la même chose pour l'Amazone. Et donc, on voit très bien que là, on a un enjeu majeur. C'est la ville de la Nouvelle-Orléans qui se retrouvait avec un risque majeur de remonter du biseau salé jusqu'au niveau de la ville et qui risquait d'empêcher d'avoir de l'eau potable pour l'ensemble de ses habitants. Ça semble très loin, on a l'impression que ça ne nous arrivera pas en France, mais il faut savoir qu'en 2022, on était à 100 mètres près dans une situation où on pouvait se retrouver avec le fait de ne plus avoir d'eau potable dans une ville comme la ville de Nantes, tout simplement parce que le bouchon vaseux sur la Loire est remonté à cause de la sécheresse massive de la Loire et donc à 100 mètres de la station de potabilisation. On n'est absolument pas prêt à alimenter en bouteilles d'eau de source cristalline des populations entières comme pour une ville de Nantes. Donc, ces enjeux systémiques, on ne les a absolument pas assez abordés. On n'a pas préparé les villes à gérer ces crises. Et donc, on voit très bien qu'on va être de plus en plus confronté à ces bascules et qu'il faut arrêter avec cette illusion du fait que cette eau du Rhône continuera à alimenter
tous nos besoins, tous nos usages et que nous pouvons continuer, grandir, évoluer alors que nous avons un taux d'enneigement qui est en train de se réduire de manière drastique à l'amont, de plus en plus de tensions entre la Suisse et la France parce que la Suisse est elle-même confrontée à des sécheresses qu'elle n'avait jamais vues jusque-là. Et puis, ce qui est assez intéressant, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Sur le Rhône, par exemple, vous avez sur toute la zone qui est traversée au niveau de la Drôme, jusque-là, vous aviez énormément de puits locaux, individuels, et chacun avait son puits sur des nappes perchées. Ces nappes se sont complètement taries, et donc la plupart de ces usages sont venus se reporter sur la nappe alluviale du Rhône, et donc encore plus solliciter la nappe du Rhône. Donc en fait, ce Rhône semble une solution magique, sauf qu'en fin de compte, il s'agit d'un fleuve qui est extrêmement fragile et pour lequel il faut absolument prendre soin et notamment faire attention à ce débit qui est de plus en plus fragile. On sait très bien que le Rhône, c'est aussi un risque d'inondation majeure. Plus on va avoir un débit qui est faible, sursollicité, plus on va avoir des risques sur nos digues et donc des enjeux qui vont se retrouver entre ces deux extrêmes. Un des grands enjeux, des grands risques que l'on a dans les années à venir, c'est de voir des effets de bascule à travers ce que l'on appelle l'eau virtuelle. C'est l'eau qui est contenue dans nos assiettes, mais c'est l'eau que l'on utilise pour l'intégralité de la fabrication de tous nos produits, l'eau qui se cache derrière nos usages. Vous et moi, au quotidien, on utilise entre 5 000 et 7 000 litres d'eau par jour, un minimum de 3 000 litres d'eau cachée dans notre assiette, puisqu'une kilocalorie, eh bien, c'est 1 litre d'eau utilisée. Cette eau, bien souvent, elle vient d'ailleurs. Et le problème, c'est que les sécheresses que l'on vit aujourd'hui en France, on les vit aussi partout à travers le monde. On peut prendre l'exemple de l'Inde qui a atteint 52 degrés. Quelle a été la première décision qui a été choisie? Eh bien, ça a été d'arrêter d'exporter le blé et une partie du riz. C'est un vrai sujet parce qu'il y a aujourd'hui des pays comme le Maroc, la Tunisie qui ne, ou l'Égypte qui ne peuvent absolument pas vivre sans cet apport de blé extérieur, c'est-à-dire sans cette eau virtuelle qui permet de nourrir les assiettes de populations entières. Dans une phase où on avait déjà des tensions avec le blé ukrainien, on se rend compte que notre bol alimentaire, notre assiette, va devenir un sujet de tension à l'échelle internationale. Donc il faut absolument tout faire pour viser le fait d'arriver vers une forme de résilience alimentaire, c'est-à-dire cette capacité de se nourrir à proximité et d'être prioritaire sur l'eau cachée qui se trouve derrière nos aliments. D'autres facteurs qui sont particulièrement marquants, c'est lorsque le Maroc décide d'arrêter la production de pastèques. Parce qu'ils sont eux-mêmes face à un mur, ils n'ont plus assez d'eau, ils ont surexploité les nappes phréatiques au-delà de leur capacité de renouvellement. Une des tensions majeures que l'on va voir dans les prochaines années, ce sera très clairement cette question de cette eau virtuelle qui est actuellement échangée. Si on prend l'assiette de l'Américain moyen, jusque-là, il se nourrissait à 80% de l'agriculture californienne. Lorsque la Californie a vécu des sécheresses extrêmes, les États-Unis ont été chercher leur bol alimentaire en Europe. Sauf que nous-mêmes, nous allions chercher notre bol alimentaire dans les mêmes pays qui nous permettaient de nous nourrir parce que quand vous rentrez dans un supermarché, 25 000 à 30 000 produits différents comportent tous derrière de l'eau cachée, de l'eau qui vient en général d'ailleurs et de l'eau qui est actuellement mise en tension. Donc je crois que ces éléments sont absolument cruciaux à intégrer et il va falloir de plus en plus se renforcer, quelque part récupérer notre pouvoir, que ce soit sur nos assiettes ou sur l'intégralité de notre industrie. Et donc pour ça, ça nous demande de considérer cette question de la ressource en eau et de permettre de faire comprendre, notamment aux industriels, à quel point restaurer les sols, permettre de réguler le cycle de l'eau à l'échelle locale sur les territoires
pour lesquels ils vont récupérer des produits, enfin des éléments agricoles qui se transformeront en produits, que ce soit nos crèmes, toute la parapharmacie, tous les produits que l'on achète dans les grands supermarchés. Eh bien, tout ça, si on arrive à faire comprendre à ces industriels que demain, en restaurant ces terres, ils permettent la résilience de leur propre activité économique, on ira vraiment dans le bon sens. Et donc, c'est vraiment un paradigme nouveau qu'il va falloir intégrer. On a beaucoup parlé dans le monde de l'entreprise de l'empreinte carbone qui aujourd'hui Mmh. est assez bien maîtrisée et calculée. Les entreprises vont de plus en plus avec des logiques de RSE vers la question de la biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le sujet de l'eau, vous réglez et le problème de la biodiversité et le problème du cycle du carbone, parce qu'il n'existe pas de cycle du carbone sans cycle de l'eau. Et donc, commencez à comprendre que les deux fonctionnent ensemble. Vous ne serez jamais un puits de carbone si vous n'avez pas des quantités d'eau suffisantes dans vos sols. Donc, ça veut dire une régénération, ça veut dire travailler sur la matière organique, ça veut dire réussir à remettre ces microbiotes dans les sols, à comprendre cette fonction du sol, à remettre de l'eau dans des nappes. Et donc, on voit très bien que partout où on le fait, la nature est extrêmement résiliente et en réalité, les systèmes se relancent très rapidement. On arrive à créer des forêts comestibles en l'espace de quelques années. Donc, je crois que c'est vraiment le chemin vers lequel on doit aller demain si on veut apaiser nos sociétés et ne pas vivre ces tensions. Et donc, il faut vraiment le gérer dès maintenant pour ne pas aboutir à une phase de crise qu'on ne maîtrisera plus. Parmi les usages d'eau cachés, se trouve la question de nos vêtements, de tout ce que l'on va consommer dans notre quotidien pour pouvoir, avoir, des vêtements, un jean, un t-shirt, il faut du coton. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que lorsqu'on remonte dans l'histoire, le premier à avoir, décidé de détourner massivement des cours d'eau, c'est Staline qui va détourner l'Amour Daria et le Sir Daria, qui sont 2 grands cours d'eau qui arrivaient jusque-là dans une mer intérieure, la mer d'Aral, qui est un peu, quelque part, la symbolique, ces eaux, continentales qui sont en train de se réduire et que l'on perd actuellement, que l'on a, permis d'arriver directement jusqu'en Ouzbékistan. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan fournit une grande partie du coton mondial et donc, en résumé, si on n'avait pas eu Staline et 1,2 million de punis de la guerre qui ont tracé des tranchées pour réussir à détourner ces cours d'eau, eh bien, nous n'aurions pas de fast fashion aujourd'hui parce que nous n'aurions pas assez de coton pour pouvoir le fabriquer. Commencer à comprendre ça, c'est comprendre qu'en réalité, partout où on fabrique ces matières premières, on a des tensions sur la ressource qui sont colossales. Si on va en Inde, eh bien, on avait des nappes qui étaient à 3 4 mètres de profondeur il y a encore 30 ans, qui aujourd'hui, vous descendez à -500 mètres de profondeur et il n'y a quasiment plus une goutte d'eau. Ce sont des questions qui sont cruciales. Pourquoi? Parce que on est là dans la question de géopolitique avant tout, au-delà de la supply chain et des produits que l'on pourra acheter demain. Donc actuellement en Inde, vous avez des agriculteurs qui ne vendent plus leurs denrées agricoles, mais qui vendent leur eau parce qu'il reste encore des poches d'eau sur leur territoire. Et donc des entreprises françaises que j'ai pu rencontrer il y a quelques mois, heu, ont investi dans des usines indiennes et lorsque j'ai vu les zones dans lesquelles ils se situent, nécessairement, j'ai compris qu'il n'y avait pas assez d'eau et ils me l'ont confirmé. C'est-à-dire que c'est des usines qui ont été achetées en sachant qu'on va alimenter ces usines en eau 15 à 20 fois par jour par des camions-citernes qui vont aller chercher cette eau chez des petits agriculteurs. On est encore sur un système qui marche sur la tête et le problème, c'est que la plupart des grands industriels, notamment français, n'ont pas conscience de ce qui se joue derrière. Et donc, si on parle de fast fashion, on parle nécessairement de colorants, de chimie qu'on va utiliser pour notamment permettre d'avoir cet achalandage de vêtements différents. Eh bien, on sait très bien que ces polluants vont finir dans des rivières dans lesquelles vous aviez des populations entières en Inde qui vivaient de cultures vivrières au bord du cours d'eau, qui aujourd'hui, en étant tombés malades, ne peuvent plus se nourrir. On a des migrations massives. Et ces migrations massives, elles ne sont pas liées au changement climatique. Elles sont liées à la manière dont on traite nos cours d'eau, dont on vide l'intégralité de nos nappes phréatiques.
Les migrations de demain, elles seront fonction de la manière dont on traite nos eaux de surface ou nos eaux souterraines. Et enfin, un dernier enjeu qui est pour moi un des enjeux majeurs sur le plan géopolitique que l'on ne regarde pas assez et qui vient d'être mis en exergue grâce à une très grande étude menée par notamment la NASA et actuellement le CNES qui reprend avec de nouveaux usages des imageries satellitaires qui nous permettent de voir ce qui se passe sous nos pieds. Ce que l'on n'a jamais regardé jusque-là, eh bien, c'est que, une très grande partie de nos nappes phréatiques, donc superficielles ou de nos nappes profondes fossiles dans le monde sont actuellement en train d'être vidées. Plus de 75 de nos nappes mondiales sont en voie d'extinction et donc parfois dans des zones dans lesquelles vous avez, 1 000 000 de Chinois qui se nourrissent, actuellement d'une riziculture uniquement par pompage dans les nappes. Qu'est-ce qu'on fera demain pour nourrir ce milliard de Chinois lorsque, d'ici 5 ans, on aura ces nappes qui vont se tarir? Où est-ce qu'ils vont récupérer leur bol alimentaire? Eh bien, en 1988, il y a une sécheresse majeure en Chine et la Chine a récupéré, énormément, de denrées, de céréales à l'échelle mondiale en important son blé et en important toutes les céréales, ce qui a permis à la population de ne pas se rendre compte qu'il y avait un risque potentiel de pénurie. Demain, est-ce que ce sera encore possible lorsque tous ces pays iront tous à l'échelle mondiale en train d'essayer de récupérer eux-mêmes leurs stocks et se retrouveront confrontés aux mêmes usages? C'est la même chose pour l'énergie. On voit très bien que les pays qui vivent de très grandes sécheresses, qui se retrouvent avec des barrages quasiment à vide, comme la Chine, eh bien, vont directement se retourner vers du gaz naturel liquéfié, ou bien la Chine s'est directement rapprochée de la Russie pour pouvoir s'alimenter à partir des gazoducs qui, initialement, étaient européens et les détourner vers eux parce qu'ils ont vécu trop de pénurie d'eau. Donc comprendre, les enjeux de l'eau à l'échelle planétaire, c'est comprendre les prochains conflits qu'on aura demain et on a l'obligation, nous, d'essayer de voir avec plusieurs coups d'avance comme aux échecs, si on veut essayer d'avoir un avenir le plus serein possible et tout du moins le plus résilient. On a beaucoup parlé de l'enjeu énergétique comme étant un des principaux enjeux dans un climat qui se réchauffe. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre qui se cache derrière. Quand on commence à intégrer le fait que plus de 50% de toute l'eau qui passe dans nos fleuves et dans nos rivières en France sert directement à refroidissement des centrales nucléaires. Et quand on comprend qu'on vit des étiages de plus en plus sévères, c'est-à-dire ces phases où on va avoir des débits qui sont insuffisants, on comprend que tout miser sur le nucléaire, ça veut dire tout miser sur nos cours d'eau. Et donc, on va devoir nécessairement intégrer cette dimension de l'eau si on veut avoir une réflexion énergétique beaucoup plus large. Pardon. Et c'est vrai que dans un monde qui se réchauffe, eh bien, miser sur l'eau de surface alors qu'elle a tendance à se réduire de plus en plus, c'est peut-être pas la voie à privilégier. Il faudra mieux privilégier le solaire parce qu'on a de plus en plus de phases anticycloniques. Le vent est assez chaotique. On peut avoir des périodes avec beaucoup de vent et d'autres où on se retrouve au contraire avec des pénuries importantes, à l'image des Pays-Bas qui en 2021 ont vécu un très grand enjeu énergétique et ont dû aller chercher du gaz naturel liquéfié qatari, tout simplement parce que les éoliennes offshore eh bien, ne fonctionnaient plus. Donc c'est vrai que le soleil reste la solution royale dans une situation où on aura des anticyclones plus marqués, plus forts et plus puissants. Et en tous les cas, ces questions, on devra se les poser. Tant qu'on compartimente et qu'on considère que la question énergétique n'est qu'une question de kilowatts derrière de production et de puissance en se basant que sur la question nucléaire à notre petite échelle, sans regarder ce que le nucléaire demande à nos cours d'eau, eh bien, on passera à côté de ce sujet-là. Je crois que c'est un sujet encore malheureusement tabou en France et qu'il va falloir demain l'aborder de manière la plus sereine possible pour regarder la situation en étant lucide et en essayant de trouver les meilleures solutions possibles. En
En France, pourquoi est-ce qu'on a énormément d'avances méthodologiques, notamment sur la réduction de la vulnérabilité, de nos territoires? Parce qu'on sait s'adapter. On cite souvent les Pays-Bas comme étant capables de s'adapter aux risques inondations. Il faut savoir que la France est bien plus en avance, de 20 ans, que tout le reste du monde, en matière de transformation des territoires et de résilience territoriale. Pourquoi? Parce qu'on a un historique très lourd. On a vécu Nîmes en 1988. On a vécu les inondations de Vaison-la-Romaine qui ont tous marqué la conscience collective. Et donc, nécessairement, ça a engagé des politiques très fortes en matière de réduction du risque. Pendant des années, nous nous sommes uniquement focalisés que sur les enjeux liés directement à l'aléa, c'est-à-dire à la menace. On cherchait à contrôler, à endiguer, à mettre des barrages, à réussir à dominer l'eau. Et puis on s'est rendu compte avec la série notamment d'inondations qu'on a eues dans le sud de la France en 2002, 2003, 2005, qu'à un moment donné, vous avez beau essayer de contraindre l'eau, elle passe partout et donc c'est absolument pas possible. Donc ce que l'on a commencé à développer comme méthodologie, c'est de se dire, eh bien si on ne travaille pas sur le cours d'eau qu'on va dompter, on va travailler sur les enjeux qui sont vulnérables et on va chercher à les renforcer. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on développe de plus en plus aujourd'hui. Partout, dans toutes les agglomérations, vous avez des grands programmes qui permettent de transformer les territoires. Ça devrait tellement être plus mis en avant, tellement, à quel point c'est innovant, on va assez loin. On voit très bien qu'à chaque crise, on a moins d'enjeux et moins d'endommagements. Et ce qui est assez nouveau, c'est qu'on a aujourd'hui le monde de l'assurance et notamment le monde bancaire qui commence à s'intéresser à ces méthodologies et à les proposer directement dans leurs offres. C'est-à-dire que demain, faire un crédit immobilier, eh bien, demandera peut-être un diagnostic et notamment une adaptation aux enjeux qui se situent exactement à l'adresse du bien. Ça, c'est vraiment une évolution que l'on voit venir et donc pour laquelle on a énormément d'avance et on va aller encore plus loin dans les prochaines années parce qu'on a aujourd'hui la data, on a l'IA, on pourra aller plus vite, on pourra avoir plus de traitement de données et donc ce qui prenait jusque-là beaucoup de temps devrait se transformer. Mmh. Par contre, on est très en retard sur d'autres points. Si l'on regarde aujourd'hui, l'état des lieux, des systèmes des urgences, françaises en matière d'hôpitaux, on se rend compte qu'on a encore des paliers à atteindre. Le problème, c'est que en 2022, on a eu plus de 60 000 victimes en Europe liées au phénomène de canicule. En 2023, on en a eu plus de 43 000. On voit très bien que la canicule est extrêmement meurtrière, que nos corps ne sont pas prêts, qu'on a de plus en plus une jeunesse notamment qui est confrontée à des problématiques de santé mentale. Or, on sait très bien qu'il y a une corrélation directe, d'après des études menées sur Paris Petite et Grande Couronne, sur la santé mentale des habitants. Il y a une corrélation entre le taux de suicide et directement la température extérieure. Donc, on voit que à partir de 26 degrés, notre système neurovégétatif semble aller disjoncter et plus on va vers les 38-40 degrés, plus nos systèmes fonctionnent de moins en moins bien. Et c'est là où on a sans doute beaucoup, beaucoup de retard parce que on n'est pas prêt à accueillir ces populations qui auront besoin d'être réhydratées, qui auront besoin d'être accompagnées. Et on voit très bien que, il va falloir massivement mener des actions sur la santé. Aujourd'hui, on a des chiffres qui nous permettent, à travers différentes études, d'évaluer à peu près 25 milliards d'euros le coût sur la santé des canicules entre 2015 et 2020, en 5 années sur la France. Donc on voit très bien que ces enjeux vont être absolument cruciaux, qu'on ne les a pas intégrés dans nos politiques et donc on devrait tout miser non seulement sur nos systèmes hospitaliers et nos systèmes de santé de manière globale pour qu'ils puissent intégrer la question du changement climatique, mais notamment sur ces populations fragiles, que ce soit les jeunes, que ce soit un peu ces naufragés post-Covid, qui se sont retrouvés dans des errances bien souvent psychiatriques et pour lesquels eh bien, il faudra les accompagner avec, de manière très juste et avec beaucoup de prévention parce que cette question du climat, c'est une question qui nous ramène à notre finitude en tant qu'être humain et qui nous explique que nous ne sommes qu'un organisme fait de chimie et directement contraint à la température extérieure. C'est sans doute pour moi un des plus grands volets sur lesquels on ne s'est pas penché et donc
Tout cet ensemble, que ce soit notre bol alimentaire, que ce soit ce que l'on consommera demain, que ce soit l'état de santé dans lequel on se retrouvera, ce sont des enjeux de société qui devraient être notre priorité de tous les jours.